tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le Je relis, je réécris, je vends spécial roman. J'ai demandé à une amie proche dont je vous mets son compte Twitter juste ici ou juste là si vous voulez apprendre à la connaître davantage. Elle est passionnée de romans, de mangas, de séries et de plein d'autres choses. Et elle m'a sélectionné 33 romans que j'ai réunis toujours dans la même boîte, celle-ci, que je trouve trop belle. À chaque fois, je la remontre. Je suis trop fan de cette boîte. Et je lui avais mâché un petit peu le travail. Je lui avais présélectionné 100 romans, puisque si vous vous baladez un petit peu sur mon compte Babelio, vous pouvez remarquer plus de 300 romans lus. Donc évidemment, dans le lot, il y a des suites, il y a des sagas, tout ça, mais du coup, pour lui mâcher un petit peu le travail, je lui ai fait une présélection de 100 romans où je savais que parmi ces 100-là, je me souvenais plus ou moins des détails et que je pouvais rentrer dans les détails sans entrer dans des polémiques à cause des auteurs. Bon, j'ai gardé Harry Potter, mais hormis Harry Potter, j'ai sélectionné des romans dont la motion de l'auteur ne serait pas trop un problème. Et du coup, je vous propose de commencer les tirages de ces romans tout de suite, comme pour les dramas avec Mila, mais là du coup je le fais toute seule de mon côté. Il y en a un que je sélectionne, que je relis, il y en a un que je réécris, il y en a un que je vends, ou que je donne. Voilà, on va dire que je le donne. Et du coup, on va dire potentiellement je le donne à mon ami qui m'a fait cette sélection, puisque même si on a des goûts littéraires plutôt semblables, des fois on n'est pas forcément d'accord sur certaines de nos lectures, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça va être le cas avec un des romans qu'elle m'a mis dans cette liste. Donc on va voir quand est-ce qu'il va tomber, mais il y a peu de chances que je le réécrive, à part si vraiment il retombe avec un autre roman que je n'ai absolument pas aimé du tout. Mais ça m'étonnerait. C'est le hasard qui fait les choses dans cette vidéo. Et je vous commencer les tirages tout de suite. On commence par secouer la boîte. Alors, c'est parti. À chaque fois, elle m'a précisé dans sa liste quand il s'agissait des sagas si c'était un premier tome, un deuxième tome, ou etc. Et quand elle ne l'a pas précisé, j'ai pris d'office le premier tome. Donc, voyons tout ça. Le premier que je sélectionne, c'est « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Donc c'est un roman boss love sur deux garçons qui savent qu'ils vont mourir à cause d'une application qui prévient dans cet univers-là les gens quand ils meurent. Et ceux qui reçoivent un message via cette application ont tout gratuit de la journée pour pouvoir faire ce qu'ils veulent durant les 24 heures qui leur restent à vivre. Mais personne ne sait comment ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne savent pas comment. Et donc deux garçons vont se rencontrer via l'application qui a une fonction rencontre sur d'autres personnes qui vont mourir au cours de ces 24 heures. Et ils vont apprendre petit à petit à se connaître. C'était assez sympa, mais il y avait pas mal de choses que je saurais déjà quoi écrire. Voyons avec qui il va tomber. Alors, Le Faiseur de rêves, tome 1, que j'avais beaucoup aimé, c'est une fantaisie orientale, et j'avais beaucoup aimé. Je vais pas trop entrer dans les détails à chaque fois, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Et enfin, nous avons Les Aventuriers du Cercle, tome 2. Les Aventuriers du Cercle, j'ai tendance à dire que c'est le seul roman, le seul univers qui pourrait potentiellement se rapprocher des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. On a tendance à dire que rien ne ressemble aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ça reste très différent, mais dans l'ambiance, dans les thématiques, dans tout ce qui est secret de famille, société secrète, tout ça, ça peut rappeler un petit peu les orphelins Baudelaire, même si c'est beaucoup moins connu. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Il faut savoir que j'ai très peu de souvenirs du tome 2 des Aventuriers du Cercle. Ça fait énormément de temps que je ne l'ai pas lu. Et du coup, je pense... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça ? On va aller déjà vers le plus facile. Je sais que du coup, je réécris et ils meurent tous les deux à la fin, parce que je trouvais que
le contexte avec l'application restait beaucoup trop en surface et qu'au final, on ne savait rien d'où venait l'application, on n'avait aucune info sur qui la finançait, comment ils savaient qui allait mourir quand. Enfin voilà, on n'avait aucune autre info, que tout ça servait de contexte, mais que sinon ça restait trop en surface. Et je sais qu'il y a un préquel que je n'ai pas lu, et j'hésite à le lire du coup. Mais il me semble que dans le préquel, on n'en sait pas forcément plus sur ceux qui tiennent cette application-là, et je trouvais ça du coup un peu dommage. Et du coup, j'aurais écrit et ils meurent tous les deux à la fin avec plus d'informations sur l'application et sur son fonctionnement et qui est derrière cette application, qui sont derrière cette application. Voilà, je rajoute un petit peu plus de contexte et d'informations. Ensuite, du coup, j'aurais très envie de relire Le Faiseur de rêves, le tome 1, que j'avais lu en lecture commune avec le Discord, le club lecture de Kimi Collection. C'est elle qui m'avait fait découvrir cette duologie dont je n'ai jamais lu le deuxième tome. Du coup, je relirai le premier tome pour tout me remettre en mémoire, pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. Parce que même si ça n'avait pas été un gros coup de cœur, j'avais énormément aimé l'originalité de cette fantaisie orientale. Les personnages, il y a vraiment des réflexions et des personnages qui sont très sombres. On pourrait croire comme ça que c'est vraiment de la fantaisie qui est vraiment à la limite entre le public jeunesse et young adulte, mais il y a vraiment des messages et des moments dans l'intrigue qui sont très sombres et des choses que vivent les personnages qui sont aussi très sombres. Et j'avais beaucoup aimé l'originalité. En fait, sur le coup, je me suis dit, ça va être une lecture comme une autre. Je n'y pensais pas énormément. Et plus le temps passait, et plus je pensais à ce roman, plus il me restait en mémoire. Du coup, forcément, il m'a marqué. Et donc, j'ai envie de relire le tome 1 pour tout bien me remémorer et d'enchaîner directement avec le tome 2 qu'il faudrait que je me procure. Et du coup, je suis obligée de jeter Les Aventuriers du Cercle de tome 2. Mais vraiment, j'en garde des souvenirs très très flous. Ça aussi, c'est un projet de lecture que j'aimerais beaucoup faire, de relire le tome 1 et 2. Parce que j'avais adoré quand j'étais ado. Je crois qu'ils sont toujours en publication. Vous pouvez toujours vous les procurer. Ils sont toujours commercialisés, il me semble, chez Flammarion. Et j'avais vraiment adoré cette ambiance unique que je retrouvais nulle part ailleurs. C'était trop trop bien. Et malheureusement, du coup, je jette le tome 2 parce que j'ai des souvenirs beaucoup trop flous de ce tome 2. Mais j'aimerais beaucoup relire le tome 1 et 2 pour pouvoir enfin lire le tome 3 que je n'ai jamais lu. Donc voilà pour ce premier tirage. Voyons pour la suite. On secoue la boîte. Alors, oh là, on commence tout de suite avec Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, le tome 1. Ça, c'est moi qui l'avais indiqué parce que du coup, mon ami ne m'avait pas indiqué quel tome. Donc, le tome 1. Alors ça, c'est de la fantaisie chinoise qui est le roman d'origine du drama Zientamed que j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Vous savez que je suis une grande fan. La Nuit des Pères... Oh là, oh, alors là, ça n'a rien à voir. Donc, écrit par... J'ai un trou de mémoire. C'est une autrice que j'ai découvert l'année dernière, que j'avais beaucoup aimée, qui écrit surtout des romans contemporains. Et pour La Nuit des Pères, c'est à chaque fois des one-shots qui sont très courts, ces romans qui se lisent très vite. Et La Nuit des Pères, c'est assez sombre. Ça parle d'une fille qui va retrouver son père et son frère qui est toujours resté aux côtés de son père. Sauf que son père, en fait, est atteint de la maladie d'Alzheimer. La fille a toujours eu beaucoup de mal à bien s'entendre avec son père. Et son frère lui envoie un message pour lui demander de revenir, même si elle revient très peu souvent, puisque leur père n'a plus beaucoup de temps à vivre parmi eux, et que sa santé se dégrade très rapidement. C'est pas une lecture évidente, mais j'ai trouvé que c'était hyper émouvant. Comme j'ai lu que 2 romans de Galejos, je crois que c'est ça le nom de l'auteur, Galejos, en fille, du coup, l'autrice. Et j'avais lu que 2 romans d'elle avant cela, et ça, c'était son tout nouveau roman qui était sorti, du coup, l'année dernière. J'avais beaucoup aimé. D'après les retours, c'est pas forcément son meilleur, mais moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé
surtout la fin où on a plusieurs éléments sur le passé du père, sur ce qu'il a pu vivre, mais c'est que à partir des 2 avant-derniers chapitres qui sont pour le coup écrits du point de vue du frère et du père, puisque tout le roman est écrit du point de vue de la fille, en dehors du coup des 2 derniers chapitres, et c'est qu'à partir de ce moment-là où on comprend vraiment ce que le père a vécu, les horreurs qu'il a vécu, et du coup la manière qu'il a de s'exprimer face à ses enfants, qui peut plus ou moins s'expliquer, et j'ai trouvé ça hyper émouvant, hyper bien écrit. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, ça aborde un sujet pas forcément évident, la maladie d'Alzheimer, c'est pas forcément un sujet à mettre entre toutes les mains, mais si vous avez l'occasion de le lire, c'est un roman très court qui se lit assez vite, mais qui est très marquant, qui moi en tout cas m'a beaucoup marqué. Du coup, ça va pas être évident du tout. On va espérer que le 3e choix sera Six of Crow, tome 2. Alors là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Ça va être Six of Crow pour ceux qui ne situent pas, c'est de la fantasy où on suit une bande de 6 jeunes qui doivent tout faire pour survivre, qui sont connus pour ne pas être des enfants de cœur et qui du coup sont mêlés à des affaires plutôt louches mais qui n'ont pas vraiment le choix pour pouvoir survivre, gagner de l'argent comme ils le peuvent. Et ça va être compliqué de choisir entre les 3. De toute façon, au point où j'en suis, je n'aurai aucune idée de quoi écrire dans La Nuit des Pères. Et j'ai pas envie de jeter La Nuit des Pères. Et je me dis que Six of Crow, le tome 2, c'est pas forcément mon préféré, je préfère le tome 1. Ah, je sais pas, ça m'énerve. Dès le 2e tirage, c'est la merde. Du coup, je sais pas, ça m'énerve. Je peux pas jeter le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est pas possible. Et je savais pas quoi réécrire dedans. Du coup, même si je les connais par cœur, je relirai encore une fois le tome 1 du grand maître de la cultivation démoniaque. Mais je savais pas quoi écrire dans La Nuit des Pères et ça m'énerve de devoir le jeter, mais je vais pas avoir le choix. Dans Six of Crow, qu'est-ce que je pourrais réécrire? J'en ai aucune idée non plus. Six of Crow, la série m'avait tellement déçue. Si, je sais quoi réécrire dans Six of Crow. Du coup, je vais aller vers la facilité, même si j'ai pas envie de jeter La Nuit des Pères. Je vais pas avoir le choix, je vais jeter La Nuit des Pères. Même si, je le redis, mais si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Essayez de vous procurer à la bibliothèque. Ils les auront forcément, parce que Gail Joss est une autrice qui est quand même assez connue dans le milieu de l'édition française. Et du coup, dans Six of Crow, j'étais persuadée que la relation entre Winnan et Jesper était beaucoup plus approfondie dans mes souvenirs. Et en fait, pas du tout. C'est quand j'ai découvert le tome 2, donc j'avais lu le tome 1 il y a plusieurs années, quand le roman était sorti. Et quand la saison 2 de Grisha est sortie, je m'étais dit, bon, mets-toi à jour, lis, enchaîne tout. J'avais enchaîné du coup le préquel de Grisha et Six of Crow, les 2 tomes. Et en fait, j'étais persuadée que la relation de Jesper et Winnan était beaucoup plus montrée, mise en avant dans le tome 1, en fait, et pas du tout. Et même dans le tome 2, on se doute de quelle manière leur relation va aboutir, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments là-dessus. Donc je montre davantage Jesper et Winnan. Un tirage qui n'a pas été facile du tout. J'espère qu'ils ne seront pas tous comme ça. Alors, nous avons Everything, Everything, un roman que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait pleurer même. J'ai des souvenirs d'émotion quand j'avais lu ce roman qui m'avait beaucoup surprise parce que c'est pas du tout le style de roman que je lis de base. Là on est dans du romance contemporain, on va dire. Je m'attendais pas du tout à apprécier à ce point qui est très centré sur la maladie d'une jeune fille qu'elle a depuis sa naissance et elle a une santé très fragile qui fait qu'elle est obligée de rester chez elle. Je crois que ça s'appelle la maladie de l'enfant bulle ou quelque chose comme ça.
Et un jour, un nouveau voisin va débarquer, il va l'intriguer, ils vont s'envoyer des messages par la fenêtre sans forcément se voir en premier lieu, et puis petit à petit réussir à apprendre à se connaître. Et c'était super émouvant, j'avais beaucoup aimé. La mer sans étoiles, rien à voir, rien à voir, mais c'est un de mes plus gros coups de cœur en tant que lectrice. Ce livre m'avait retourné le cerveau. C'est le genre de livre où vous mettez beaucoup de temps pour comprendre. Pendant plus de la moitié du livre, vous êtes vraiment dans le flou le plus total. Vous savez pas ce que vous lisez, vous savez pas du tout dans quelle direction vous allez. Et tout prend sens vraiment à la fin. Vraiment à la fin. Et là, moi, je me suis dit, c'est du pur génie, du coup, parce que j'étais totalement perdue pendant toute ma lecture. Et finalement, à la fin, tout prend sens, tout est révélé. Et tu te dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime, ce format de narration, puisque justement, être dans le flou pendant, c'est quand même un sacré pavé, je sais plus exactement combien de pages il fait, mais c'est un très gros livre. Rester dans le flou et ne pas savoir ce qu'on lit et être dans la compréhension le plus totale dans les agissements des personnages, ça peut énerver plus d'un lecteur, mais vraiment, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien pensé, c'était génial. Je ne saurais même pas vraiment comment le résumer. La mer sans étoiles, c'est un garçon qui découvre dans une bibliothèque où il fait ses études un livre, et dans ce livre, il va découvrir qu'il y a un secret, quelque chose qu'il a vécu quand il était enfant, un secret qu'il a gardé toute sa vie et qu'il n'a jamais raconté à personne, qui est décrit dans ce livre-ci. Et c'est tout ce que je peux vous en dire, et je vous laisse découvrir le pourquoi du comment en lisant ce livre, parce que si vous avez les mêmes goûts littéraires que moi, même pas forcément, c'est vraiment le genre de livre, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. C'est une narration très particulière, c'est une intrigue très originale que moi je n'ai pas forcément eu l'occasion de voir ailleurs, et je vous encourage vraiment de découvrir ce roman, même si c'est un sacré pavé, que c'est pas forcément évident à lire. Il m'a retourné le cerveau. Ce roman était juste génial. Et enfin, La quête des Willan, le tome 1 de Pierre Bottero. Alors il faut savoir que moi je les ai découverts très tard, quand j'étais adulte, donc je sais que normalement c'est des romans qu'on lit quand on est enfant, voire pré-ado. Mais du coup c'est vrai que moi, comme je les ai découverts très tard, vraiment il y a peut-être 5 ans là, quand Rajo les a ressortis en poche, j'avais acheté les 3 d'affilée en poche et je les avais enchaînés. Mais du coup j'ai pas eu la même hype que ceux qui ont pu le lire quand ils étaient enfants. Et du coup ça va être celui que je vais jeter, malheureusement. Je sais que je vais me faire engueuler dans les commentaires, mais malheureusement je vais jeter La quête des Willan. Désolée pour les fans de Pierre Bottero, ça veut pas dire que j'aime pas Pierre Bottero, j'adore son style d'écriture, j'adore l'originalité de l'univers de La quête des Willan, mais c'est vrai que par rapport aux deux autres, je suis obligée de le jeter. J'aurais écrit Everything, Everything, parce que je ne saurais de toute façon pas quoi écrire dans La mer sans étoiles. J'aurais écrit du coup Everything, Everything, la deuxième partie du roman où la fille commence à avoir des doutes sur la vérité par rapport à ce que sa mère a pu lui cacher depuis qu'elle est enfant. Il y a plein de choses là-dessus que je trouvais assez long. On s'en doutait depuis plusieurs pages qu'il y avait forcément quelque chose qui coinçait quelque part. Et du coup, voilà, il y a juste cette partie-là qui m'avait un petit peu saoulée pendant ma lecture. Donc j'aurais écrit cette partie-là, et je relis du coup La mer sans étoiles sans la moindre hésitation. Et je pense que c'est le genre de livre, quand vous le relisez une deuxième fois, vous avez une appréciation totalement différente de votre lecture. Et je pense que vous découvrez plein d'indices que vous aviez laissés de côté quand vous l'avez lu la première fois. Je pense que c'est vraiment ce genre de livre-là où une deuxième lecture peut être totalement différente de votre première appréciation. Et du coup, j'ai très envie de le relire. Du coup, pour le coup, je l'avais emprunté à la bibliothèque et je pense le réemprunter à la bibliothèque. Prochain tirage. Nous avons ici alors Les nuages de Magellan, qui est le premier et seul roman
de space opéra que j'ai lu et qui a été plutôt une bonne surprise pour ma part. Moi qui ne lis pas trop de science-fiction, c'est vrai que là, pour le coup, j'avais bien aimé. Ensuite, on a Ariston et Don découvrent les secrets de l'univers. Donc là, j'ai précisé le tome 1 parce qu'on a eu un tome 2 qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais que je n'ai pas lu et que je n'ai pas envie de lire vu les mauvais retours que je vois passer sur ce tome 2, alors que le tome 1 avait été une énorme surprise pour moi, très bonne surprise, très gros coup de cœur auquel je ne m'attendais absolument pas. Et enfin, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 2, le laboratoire au serpent. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Là, j'ai 3 coups de cœur, 3 mini coups de cœur. Le plus marquant pour moi, ça va être quand même le tome 2 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que je relirai sans la moindre hésitation. J'adore relire les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, puisque vous le savez, suite à ma vidéo que j'ai faite et que je vous partagerai quelque part en haut, c'est pour moi le genre de livre, peu importe le nombre de fois où vous les relisez, comme La mer sans étoiles, vous découvrez toujours quelque chose à votre prochaine lecture. Moi, ça fait des années que je les relis, j'adore les relire, parce que je découvre toujours quelque chose qui m'avait échappé la première fois ou les fois précédentes. Et du coup, je relis avec plaisir le tome 2, même si ce n'est pas mon tome préféré de toute la saga. Je le relis parce que j'avais beaucoup aimé, notamment leur tuteur, donc le professeur Montgomery, qui est un scientifique passionné par les serpents. Et j'avais beaucoup aimé ce personnage. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 2 aussi. Donc, je le relis. Non, alors du coup, je recommence. Je reprends mon petit papier. Je relis Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, le tome 1. Puisque de toute façon, je lirai jamais le tome 2. Mais le tome 1 était vraiment magnifique à lire. Il m'a pas fait pleurer, mais j'avais reçu beaucoup d'émotions en le lisant, où ces deux jeunes ados qui se rencontrent, qui possèdent tous deux des noms de philosophes que l'on connaît tous et toutes, et qui vont effectivement découvrir petit à petit le sens de la vie, et se poser plein de questions qu'on se pose quand on est ado, notamment sur la proximité avec les autres, le relationnel avec la famille, qui n'ont pas tous les deux le même relationnel avec leur famille, les questions qui se posent sur leur sexualité, tout ça. C'est un roman qui, moi, m'avait beaucoup touchée quand je l'ai lu. Et du coup, je relis Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Je vais réécrire, du coup, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 2. Et je ne sais pas comment j'arriverai à reformuler du coup toute la série en changeant juste ce petit détail, qui c'est pas juste un petit détail en fait. Je fais en sorte que le professeur Montgomery ne meurt pas dans ce tome 2. Et par exemple, je sais pas moi, à un moment donné, dans la saga, retrouve les enfants, leur donne quelques indices sur la société secrète. Pour ceux qui ne connaissent pas les orphelins Baudelaire, je vais pas vous en dire plus, sur leurs parents, tout ça. Et voilà, c'est du coup, je redonne la vie au professeur Montgomery, parce que c'est un personnage qui m'a pas fait pleurer quand on apprend sa mort, parce qu'on s'y attend, mais c'était quand même très émouvant, et que j'aimais beaucoup trop ce personnage. Et du coup, je suis obligée de jeter Les nuages de Magellan, mais lisez-le, surtout c'est comme moi, vous n'avez jamais lu de space opéra, ça peut être du coup une très bonne entrée en la matière, j'en suis la preuve. Et surtout, il me semble me souvenir qu'il y a une notion d'une relation lesbienne dans ce roman. Je crois que les deux personnages féminins, héroïnes, terminent en couple à la fin. Et de base, sans la romance, j'avais beaucoup aimé cette relation de ces deux personnages-là. Mais voilà, je suis obligée de jeter Les nuages de Magellan. Ensuite, prochain tirage. Orgueil et préjugés. Donc, classique que je n'ai pas besoin de vous présenter. Nous avons aussi Le chien des Baskerville. Autre classique que je n'ai pas besoin de vous présenter. Le roman qui raconte les aventures de Sherlock Holmes le plus connu.
pas forcément mon préféré parmi les 4 romans que Conan Doyle a écrits sur les aventures de Sherlock Holmes. Je pense que mon préféré, c'est Une étude en rouge. Pendant très longtemps, c'était Le Signe des Quatre. Quand je l'ai relu, il y avait quand même pas mal de détails qui m'ont dérangé dans Le Signe des Quatre. Et du coup, mon préféré reste Une étude en rouge. Ce n'est pas Le Chien des Baskerville, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Et enfin, nous avons le tome 1 de La Passe Miroir. Bon, là, je suis désolée pour les fans de La Passe Miroir, mais dans mon cas, je n'ai pas aimé cette saga. Je sais qu'elle est très appréciée par beaucoup de gens, par beaucoup d'ados, par beaucoup d'enfants, mais malheureusement, moi, je n'ai pas accroché, non pas à la plume de Christelle Davos qui écrit très bien, ce n'est pas ça le problème pour moi, même pas l'univers non plus que j'avais trouvé très original. Ce qui m'avait vraiment saoulé et ce qui m'a fait abandonner la saga, c'est vraiment le cliché des personnages hyper stéréotypés, l'héroïne en tête, que je n'ai pas pu supporter. Et du coup, ça m'a fait abandonner cette saga. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais écrit en Le Chien des Baskerville et qu'est-ce que j'aurais lu? Du coup, d'accord. Je sais quoi réécrire dans Le Chien des Baskerville. La seule chose que je n'avais pas aimée, c'est la conclusion, la manière dont Sherlock apporte la solution à l'affaire à la fin. Au final, je me suis dit, mais en fait, c'est juste ça. Enfin, je peux pas spoiler du coup pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire Le Chien des Baskerville ou de voir une adaptation quelconque sur ce roman-ci. Si vous avez vu l'adaptation Sherlock, l'explication à la fin rejoint plus ou moins celle qu'il y a dans le roman d'origine. Mais voilà, c'est cette explication à la fin qui m'avait dérangé, qui m'avait... Enfin, pas dérangé, mais je l'ai trouvé un peu pâteau, en fait, par rapport aux autres conclusions, aux autres affaires qu'il y a dans les 3 autres romans. J'ai trouvé que, du coup, la conclusion à l'intrigue, la révélation sur l'identité et pourquoi et comment, c'était un peu trop facile pour moi. Voilà. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'était le plus connu des 4 romans. Je sais pas trop pourquoi, c'est pas forcément l'affaire qui moi m'a le plus intriguée. Et je relis Orgueil et Préjugés parce que j'avais beaucoup aimé. La première fois que je l'ai lu, Jane Austen, j'ai découvert sa plume avec ce roman-ci l'année dernière. Et du coup, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé la manière dont les personnages étaient développés, dont ils réfléchissaient, tout ça, la manière dont c'était écrit à l'époque, et faire la rétrospective par rapport à l'époque actuelle. Ça avait été une très bonne lecture pour moi. Nous avons Le Chant d'Achille. Mon ami qui m'a fait sa sélection m'a dit que c'était son roman préféré. On va voir face à qui il va tomber. Les Amants de Baker Street, le tome 1. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça va être pour le dernier? L'étranger de Camus. Ah. Oh mince. Les Amants de Baker Street, j'en ai parlé du coup dans mon bilan lecture d'octobre où j'ai fini la trilogie de cette réécriture de Sherlock Holmes où Sherlock et John sont en couple au final. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser au tirage précédent, on a eu Le Chien des Baskerville et là on a Les Amants de Baker Street, du coup une réécriture où Sherlock et John sont amoureux mais qui est très fidèle à l'ambiance des Conan Doyle. Si vous aimez le style de Conan Doyle, l'ambiance qu'il a dans ses romans, lisez cette réécriture. Isabelle Lesteplume fait tout pour rester vraiment dans cette même ambiance, en reprenant un petit peu aussi le style de Conan Doyle. C'est super bien fait, j'adore. Le Chant d'Achille, c'est un roman qu'on a tous entendu parler tellement il a fait le tour des réseaux sociaux. Donc réécriture du mythe d'Achille vu du point de vue de Patrocle, le meilleur ami d'Achille dans le mythe de la légende de Troie. Et L'étranger de Camus, qui est un des rares livres classiques que j'ai adoré. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que
je pense que je vais être obligée, ça va me faire mal, et ça va faire mal à ma pote qui m'a fait cette sélection, mais je pense que je vais être obligée de jeter le chant d'Achille. Je sais que pour le coup, c'est vraiment mon appréciation à moi et que je suis pas du tout objectif parce que en soi, le chant d'Achille est mieux écrit que les Amants de Baker Street. Mais dans mon cœur, j'ai tellement aimé cette réécriture de Sherlock et de John qui revisite vraiment très très bien les romans de Conan Doyle et tout, même qui fait référence même à certaines nouvelles aussi de Sherlock Holmes. J'ai tellement aimé les Amants de Baker Street que je peux pas les jeter, je peux pas les réécrire parce que c'est déjà une réécriture, donc je peux pas réécrire une réécriture. Donc même si je viens de les finir, je relis les Amants de Baker Street, mais je suis pas du tout objectif pour le coup. J'en ai très bien consciente. J'ai adoré, alors je sais pas, entre réécrire le chant d'Achille ou l'étranger. Et en fait, je saurais absolument pas quoi réécrire ni dans l'un ni dans l'autre. Je sais pas. Je sais pas, on va dire que c'est pas possible de réécrire l'étranger. J'ai aucune idée de comment faire pour réécrire quoi que ce soit dans ce roman. Donc, par dépit, je vais jeter l'étranger et je vais dire que je réécris le chant d'Achille. Mais alors quoi? Qu'est-ce que je réécris dans le chant d'Achille? Peut-être un peu plus de Patrocle et d'Achille, et voilà. On va pas non plus se prendre la tête pendant 3 heures. On met plus de Patrocle et d'Achille, et voilà. Ça ira très bien comme ça, et ça plaira à tout le monde. Le Paris des Merveilles, tome 1, ma trilogie steampunk préférée, écrit par Pierre Tével, que j'adore, je suis fan. Je les possède en plusieurs éditions, je possède toutes les BD, je possède tous les recueils. J'adore. Harry Potter, tome 3. Oh mon dieu, ça va être difficile. Ça va être difficile. Quoique, on va voir ça. Le Prince Cruel, tome 1. Bon, je jette Le Prince Cruel. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai même pas réussi à finir ce roman que du coup j'ai prêté à ma pote qui m'a fait cette sélection. Et qui, elle, a adoré pour le coup. Donc je lui redonne Le Prince Cruel, le tome 1, que je n'ai pas du tout aimé. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré, mais moi ça ne m'a vraiment pas fait. Et en plus, je l'avais lu en VO en me disant que ça va mieux passer que si je le lis en VF, et non, ça ne l'a pas fait non plus en VO. Qu'est-ce que j'aurais écrit entre le Paris des Merveilles? Non, mais en fait, vous savez quoi, je relis tout simplement le tome 1 du Paris des Merveilles parce que j'aime beaucoup trop l'univers de cette trilogie, que je suis fan des personnages, de l'ambiance. Si vous aimez le steampunk, si vous aimez Paris dans une ambiance steampunk, lisez-le avec des personnages qui enquêtent sur plusieurs affaires, avec des fées, des dragons. Non, il n'y a pas de dragons. Je m'emporte un petit peu, mais en tout cas avec des fées et plein d'autres créatures qui côtoient le Paris qu'on connaît tous, qui est dans une bulle, coincé dans une bulle steampunk avec tout ce bon monde qui est pas en collaboration, mais qui est en communication avec le monde des fées. Et du coup, après, il y a des enquêtes de l'un à l'autre et le personnage principal enquête sur plusieurs de ces affaires. Et c'est trop bien, donc je relis le tome 1 du Paris des Merveilles et je réécris le tome 3 de Harry Potter. Et qu'est-ce que je réécris dans le tome 3 de Harry Potter? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous réécrirez, vous, dans le tome 3 de Harry Potter? Peut-être le début qui est peut-être un peu trop long quand on le lit. Je sais, voilà. Le début que j'avais trouvé un peu plus long que les autres tomes. Voilà. Ensuite, continuons. Dans Harry Potter, je tiens à préciser que mon tome préféré, c'est l'Ordre du Phénix. Et que le prisonnier d'Azkaban arrive juste après. Ensuite, La maison au milieu de la mer cérulienne, écrit par T.J. Klune, qui a été un énorme coup de cœur pour moi, que je suis sûre que ma pote adorerait aussi d'ailleurs.
soit dit en passant, il faudrait que je l'y prête, mon exemplaire. La jeune fille à la perle. D'accord, très différent, aucun rapport. La jeune fille à la perle, c'est un classique, un roman historique qu'on ne présente plus, et les annales des disques mondes, le tome 1. Ok, bon, bah, à la limite, la maison au milieu de la mer Cérulienne et les annales du disque monde peuvent avoir plusieurs points communs dans le fait que ce sont deux univers très haut perchés et qui ont un style d'écriture de la part des auteurs qui sont très reconnaissables. Mais je n'aurai pas d'autre choix que de relire le tome 4 des Annales du Disque Monde, qui est mon tome préféré jusqu'à maintenant, Mortimer, et qui est le seul livre sur lequel j'ai osé annoter des phrases, souligner certains passages au crayon de papier. Même si vous n'avez jamais lu d'Annales du Disque Monde, vous pouvez totalement les lire indépendamment les uns des autres, puisque je crois qu'il y en a dans les 38 tomes, il me semble, ou 39, quelque chose par là. Vous pouvez les lire indépendamment et totalement commencer par Mortimer. La plupart des fans, justement, de la communauté vous conseillerais de commencer par Mortimer, et je vous le conseille aussi. Ensuite, entre la jeune fille et à la perle et la maison au milieu de la mer Cérulienne, je peux pas. Je peux pas jeter la maison au milieu de la mer Cérulienne. Ça avait été un tel coup de cœur. Ça avait été une de mes meilleures lectures. C'était pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans que je l'ai lu, et il était dans mon top 5 de mes meilleures lectures, vraiment de mes plus gros coups de cœur de cette année-là, et je suis désolée du coup pour les classiques de cette vidéo, qui, à part Orgueil et Préjugés que je relis, ils n'ont pas beaucoup de succès, mais de toute manière, je ne saurais pas quoi écrire dans La jeune fille à la perle. Dans La maison au milieu de la mer Cérulienne, qu'est-ce que j'aurais écrit? Ah si, il y a un couple de femmes, entre 2 personnages féminins, qui n'apparaît vraiment qu'à la fin. Et du coup, dès que j'aurais rajouté, mais vraiment même des passages flous, enfin pas forcément flous, mais vraiment minimes, ne serait-ce que quelques indices qui pourraient nous faire penser que, ah tiens, il y a un début de relation qui se crée entre elles, parce que jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'elles sont en couple, on ne le sait pas, enfin moi en tout cas je n'avais absolument pas vu venir, je n'avais vu aucun indice qui me permettrait de deviner que ces 2 femmes étaient en couple à la fin. Alors il reste je pense 1, 2 tirages. J'ai l'impression que c'était un peu plus rapide que les dramas. Je peux pas dire que c'était plus facile parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de tirages compliqués. Percy Jackson tome 3. Percy Jackson tome 3. Ensuite, nous avons Death Note, roman Another Note. Et enfin, donc vous savez, c'est le roman qui était sorti après, à la fin de Death Note, qui est une fin alternative à Death Note, et Chara tome 1. Du coup, je sais que je relis dans tous les cas Chara tome 1, parce que je dois lire le reste de cette saga qui est de la fantaisie inspirée par les mythes et légendes africains. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir de la fantaisie orientale ou asiatique, mais peu de fantaisie africaine, peu de fantaisie africaine. Et c'est écrit par Charlotte Bousquet, qui est une autrice de fantaisie française qui a tendance à écrire sur des univers très sombres, ce qui est le cas dans cette fantaisie, c'est très sombre. Mais j'ai des souvenirs très flous, mais je me souviens vraiment que j'avais adoré l'originalité, la plume, surtout la manière d'écrire de Charlotte Bousquet. J'adore son écriture. Et les personnages, une héroïne qui n'a pas la vie facile, je me rappelle vraiment qu'elle traversait énormément d'épreuves. C'est vraiment un roman très très sombre. Je suis pas qu'on peut considérer, enfin c'est de la dark fantasy, voilà, c'est de la dark fantasy, c'est très sombre, c'est très gore, c'est pas du tout le genre que j'aime de base, enfin j'aime pas tout ce qui est gore de base, mais Charlotte Bousquet fait ça tellement bien que j'avais adoré, et il faut que je lise la suite, donc je relis tome 1 de Chara. Je vais être obligée, je pense, de jeter Percy Jackson tome 3. Alors il faut savoir que je n'avais aucun souvenir de ce qui se passait dans ce tome 3. Pourquoi elle m'avait sélectionné le tome 3?
Du coup, je suis allée checker un résumé spoilant. Je sais que c'est dans ce tome-là que l'on a l'apparition de Nico et Bianca. Nico qui était mon personnage préféré dans les romans de Percy Jackson. Et du coup, je sais pourquoi ce tome 3. Mais je vais être obligée de jeter le tome 3 et je vais réécrire Death Note, Another Note. Et je ne sais pas quoi parce que ça remonte très très loin, à l'époque du manga en fait, quand il est sorti, enfin à l'époque des films, pas du manga. Quand il est sorti et que je ne l'ai jamais relu, je me rappelle qu'il y avait quand même quelques lenteurs dans les explications scientifiques, qu'il y avait une histoire de scientifique. Alors peut-être que je me mélange entre un des deux romans, parce que j'ai les deux romans en fait. J'ai les deux romans qui sont sortis après, mais il me semble que c'est dans Another Note où tu as quand même pas mal de toute une bande de scientifiques à un moment donné qui mêlent plein de théories sur le Death Note et tout ça. Et il me semble que c'était un peu mou quand ils expliquaient tout ça, que c'était un peu lourd à la lecture. Donc si je me trompe pas de roman, que c'est bien dans celui-ci qu'il y a ça, je change ça. Voilà, les explications scientifiques étaient un peu lourdes. Du coup, il me reste 2 tirages. Narnia, tome 2. Oh là, nostalgie, nostalgie. La chasseuse et l'alchimiste, qui avait reçu plusieurs avis mitigés, mais moi j'avais beaucoup aimé. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas à aimer autant. Et parce que justement, j'ai un avis très différent par rapport à ce qui revient souvent dans ceux qui sont restés un peu mitigés ou qui ont été déçus par ce roman-là. Et ceux qui ont été déçus par ça, ça fait partie des éléments que moi j'ai préférés. Et Blackwater, tome 6. Bon, et ben ça va pas être évident. J'avais adoré la fin, toute la révélation dans Blackwater, ce tome 6. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que pour autant, je relirai le tome 2 de Narnia parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de relecture de Narnia et que j'aimerais trop me refaire toute l'intégrale de Narnia avant que sorte la série qui est tant attendue par tous les fans de Narnia. Je suis trop hypée par cette nouvelle série qui arrive, ou ces nouveaux films, je crois que c'est des films, je sais plus. Mais en tout cas, ceux qui vont arriver là par la réalisatrice de Barbie, j'ai trop hâte de les voir. Et du coup, je me referai bien toute mon intégrale des romans de Narnia et je relirai le tome 2 de Narnia. Même si j'ai beaucoup aimé la chasseuse et l'alchimiste, c'est celui que je vais vendre, du coup, malheureusement. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce one-shot de fantasy. J'avais surtout adoré la manière dont la relation entre les personnages avançait et la place de la famille qui est très importante dans ce roman-ci. J'avais adoré. Et je réécris le tome 6 de Blackwater. J'ai toujours trouvé que la fin était un peu trop brusque, que les au revoir, je ne vais pas développer plus, entre l'héroïne et sa famille, était trop rapide pour moi, que les explications allaient trop vite, alors qu'on a quand même 6 tomes, quoi. Et du coup, c'est ce que je réécris, même si j'ai adoré ce tome 6 et découvrir toute la saga de Blackwater. Et du coup, on arrive au dernier tirage. Alors, nous avons Les Neiges de l'Éternel, qui est un roman édité chez ActuSF. Je suis trop contente que ActuSF ait été racheté et revienne. Et c'est une collection, enfin, on peut voir ça comme un recueil de nouvelles de plusieurs histoires sur une famille de génération en génération, mais en fait il y a vraiment des liens entre chacune de ces histoires. C'est super bien écrit et je vous conseille vraiment de les lire, surtout si vous êtes fan de l'époque du Japon féodal, juste de tous les aspects fantastiques qu'il y a dedans. C'est vraiment magnifique et j'avais adoré ma lecture. Mère morte de Aurélie Wallerstein, qui est une autrice que j'adore. Les deux sont des autrices que j'adore déjà. Et Mère morte, c'est une dystopie écologique que je vous encourage de lire, que j'avais adoré. Et je saurais quoi écrire dans Mère morte et le livre perdu des sortilèges, le tome 1.
que j'avais bien aimé, mais c'est celui que je vais jeter parce que c'est celui qui m'a le moins marqué par rapport aux deux autres. Mais je compte bien lire la suite du livre perdu des sortilèges. Ça n'avait pas été un coup de cœur, loin de là. Il y avait plein de choses qui m'avaient un peu dérangé dans la lecture du tome 1. Mais l'univers et les personnages et l'intrigue aussi, et le fait qu'il soit question de voyage dans le temps qui est une thématique que je recherche en ce moment. Et du coup, malgré tout ça, c'est celui que je vais vendre, donner. Et ensuite, je relis Les Neiges de l'Éternel, du coup, parce que comme je le disais dans Mère Morte, je saurais quoi écrire, ce qui n'est pas le cas forcément dans les Neiges de l'Éternel, que je relis pour... Et en plus, c'est vraiment la saison parfaite pour... même en hiver, c'est encore mieux en hiver. Et c'était tellement beau, c'était tellement plein d'émotions. C'est un style d'écriture qui est très contemplatif, c'est pas plein d'action. C'est très ancré dans les descriptions, dans les pensées des personnages, beaucoup de discussions. C'est un autre roman de l'autrice d'ailleurs que je dois lire, qui est dans ma pile à lire, que je vais du coup me mettre, je pense, dans ma pile du Cold Winter Challenge. Et du coup, je réécris Mère Morte. Dans Mère Morte, ce que je réécris, c'est qu'on est dans le flou à chaque fois dans la relation entre le pirate et le mage. Enfin, je ne vais pas développer plus sur qui est ce mage-là, qu'il kidnappe pour pouvoir mener à bien une quête pour essayer d'améliorer le monde de dystopie dans lequel ils sont, où en fait tout qui est fleuve, eau, mer, océan, tout ça a disparu, et il y a des personnes qui ont des pouvoirs, des capacités spéciaux qui leur permettent de protéger le peu de citoyens qui restent dans ce futur-ci, en plus du fait qu'ils sont attaqués par des animaux marins fantômes. Donc rien de bien réjouissant, et en fait la relation qui s'installe entre le mage qu'un équipage de pirates va kidnapper et le capitaine de cet équipage de pirates est très intéressante tout le long. Elle est menée très fluidement. On voit vraiment l'avancée, la manière dont ils apprennent à se connaître. Tous les deux sont pas forcément des personnages évidents à comprendre en premier lieu. Et il y a aussi justement cette partie-là que j'avais adorée dans ce roman aussi, l'analyse des personnages qui était très intéressante, et les relations entre eux aussi, et au sein de l'équipage également. Et encore plus quand on voit la fin. Et c'est justement une partie de cette fin-ci que j'avais trouvé très bien, mais que d'un autre côté je trouve un peu trop ouverte à mon goût. Et il y a quelque chose qui fait que il se pose toujours des questions, et là moi encore aujourd'hui je me pose toujours des questions donc sur ce que signifie cette fin qu'on a. Donc je ferai une fin peut-être un peu moins ouverte, pas totalement fermée non plus, parce que du coup ça gâcherait toute l'idée du roman, mais de laisser ne serait-ce que quelques indices en plus pour le lecteur. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, de ces 11 tirages. Vous dites-moi ce que vous aurez choisi à ma place, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.